Alors quand hier, j'ai appris que on me sollicitait pour remplacer Alexandra, j'avoue que j'ai été un peu prise de panique parce que c'était court et parce que je connais Talila depuis beaucoup d'années, quelques dizaines d'années. Je crois même que je peux dater depuis 1979, c'est-à-dire depuis le siècle dernier, et que nous avons une sorte de familiarité qui me donne le sentiment que nous appartenons à la même famille. Et puis, nous avons beaucoup en commun, nous avons aussi beaucoup de différences, mais nous avons aussi beaucoup en commun. Et je pense que pour s'entretenir avec quelqu'un, mieux vaut un peu de distance. Alors, on va essayer de retrouver la distance de façon à ne pas avoir le sentiment que, comme je sais beaucoup de choses de Talila, c'est pas la peine qu'elle vous les dise. Alors, effectivement, c'est à l'occasion de ce DVD, Notre langue d'intérieur. Vous aurez deviné de quelle langue il s'agit. Et j'ai revu donc hier soir le DVD que j'avais bien évidemment déjà vu. C'est un DVD formidable parce que on aurait pu imaginer une lecture. Ça se fait, ça s'enregistre. C'est souvent très bien. Mais là, c'est un véritable film avec beaucoup d'inventivité dans l'image, avec beaucoup de photos. On va reparler des photos tout de suite. Et avec bien évidemment les textes de Talila. Parce que ce qui rend compliqué notre dialogue, mais enfin on fera quand même un dialogue, hein, c'est que Talila chante. Donc parler de la chanson, on se dit pourquoi on n'écouterait pas la chanson. C'est un DVD, on se dit pourquoi on ne regarderait pas le DVD. Et les textes qu'elle lit sont des textes d'écrivaine, puisque c'est le 8 mars. Et on se dit pourquoi est-ce qu'on ne lirait pas plutôt les textes. Alors, deuxième pub de la soirée. Les textes seront publiés aux éditions de l'Antilope, je ne sais pas, pour Rosh Hashanah, en septembre, octobre. Oui, peut-être. Voilà. Peut-être. Donc, septembre. Donc, à la rentrée, et vous pourrez donc les lire. Dans ce livre, dans ce film, dans ce DVD, pardon, il y a aussi la musique. Et la clarinette de Teddy Lasry, et notamment un magnifique solo de clarinette dans un champ de lavande, qui est un des grands moments du film. Alors, Talila n'est pas née dans un champ de lavande. Pas vraiment, non. Voilà, mais plutôt du côté de la rue Saint-Maur, mais peut-être même un peu avant, parce que il est beaucoup question dans le DVD de Krachnik. Et d'ailleurs, le premier épisode des Avoinus s'appelait Krachnik sur scène. Alors, Krachnik. Krachnik, c'est quand même avant moi. Hein. Krachnik, c'est la ville où sont nés mes parents. C'est devenu un vrai mythe pour moi. Il y a deux centres. Hein. Il y a Krachnik et il y a la rue Truffaut. Deux centres extrêmement importants, des centres du monde, hein, je veux dire, bien sûr. Donc Krachnik, voilà, j'ai fait un texte d'ailleurs sur Krachnik que je raconte. Donc mes parents sont nés à Krachnik. Ma mère est venue en 1936 à Paris. Il est dit dans la légende familiale que mon père l'a suivie, mais je pense que c'est une légende. Enfin, je n'ai pas très bien su, en fait. Hein. Et voilà, ils se sont mariés en 1937 à Paris. Et moi, je suis née après la guerre, juste après. Mon frère avant. Alors,
je suis en train d'hésiter. Est-ce qu'on fait semblant et on dit vous? Ah oui, on dit vous. Non, non, on dit tu, tu, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Donc, vous ne serez pas gêné par le tutoiement. Donc, tu ouvres dans ce film, qui est un film en couleur, La petite valise bleue. Oui. Et la petite valise bleue, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, la petite valise bleue, c'est une valise c'est une toute petite valise, une boîte à couture d'enfant, dont d'ailleurs, qui est un peu déchirée. Je ne sais pas d'où elle vient, cette petite valise bleue. Je crois que c'est ma fille. J'avais dû acheter cette petite valise bleue à ma fille. Elle contient des vieilles photos. Des photos en vrac. Chez moi, beaucoup de choses sont en vrac. C'est-à-dire, je ne sais pas les disposer dans des albums, les photos. Enfin, elles sont un peu partout. Et dans cette petite valise bleue, ce sont des photos du monde d'avant. Et le monde d'avant, c'est Krachnik. Mais tu racontes aussi dans un de tes textes, ou dans le film, ou dans les deux, comment tu es allé, toi, à Krachnik. D'abord, c'est où Krachnik? Ah ben, Krachnik, on a l'impression que ça n'existe pas, que c'est un nom ridicule déjà. Alors, je le dis avec l'accent parigot, hein, Krachnik. Ouais. Les locuteurs de yiddish, qui étaient mes parents, et les amis de mes parents, ne disaient pas Krachnik. En polonais, ça doit se dire Krachnik. Enfin, je suppose qu'il y a le R roulé. Et ceux de Krachnik disaient Krochnik. C'est-à-dire qu'ils avaient... ils le disaient à la yiddish. Hein, Krochnik. Et les habitants de Krachnik sont des Krochnikers. Comment je suis allée à Krachnik? Oui, l'histoire est assez amusante. L'abbé des Bois, que peut-être vous connaissez, vous qui êtes dans le public. L'abbé des Bois. Le père des Bois. Le père des Bois. Moi, je l'appelle l'abbé. Ouais, oui, mais le bon. père des Bois. Bon. Quand je l'ai connu, il était abbé. Bon. Il cherchait une musique, c'était en 80... on ne parle pas du même, alors, peut-être. Moi, je pensais au père des Bois, celui qui a des défauts en Ukraine. Oui, en Ukraine. En Ukraine, bon, ne pensons pas à l'Ukraine. Oui, mais d'abord, il a officié en Pologne. D'accord. Oui, enfin, alors, officié. Il était peut-être l'abbé des Bois. Oui, c'était l'abbé des Bois. Et chercher une musique qui accompagnerait un documentaire sur le voyage du pape à Jérusalem. Et je ne sais pas qui lui a dit, mais allez voir... Que tu étais vraiment la bonne personne pour le voyage du pape voir à Jérusalem. Et donc, ce monsieur des Bois, cet abbé des Bois vient me voir. Et j'étais assez étonnée. Très sympathique, hein, très sympathique l'abbé des Bois. Très vivant, très agréable. Et je lui dis, voilà, c'était Anima Amin, je crois, que je lui ai conseillé, que j'avais enregistré. Et effectivement, il a pris cette musique. Mais donc, on parle, on raconte notre vie, il raconte sa vie. Et il me dit, mais je pars en Pologne dans 15 jours avec Richard Praskier. Je ne sais pas si Richard était déjà président du CRIF à cette époque. Peut-être pas. Enfin, je ne sais plus. Je pars donc en Pologne avec des étudiants, avec des historiens. On fait un voyage mémoriel. On va sur tous les lieux des camps, etc., etc. Et nous allons à Lublin. Et je lui dis, oh, mais je viens avec vous. J'aimerais tellement venir. Enfin, je n'ai pas dit ça comme ça. Hein. Je m'adressais à un abbé. J'aimerais tellement venir avec vous faire ce voyage, car mes parents, la ville où sont nés mes parents est à 30 km ou 40 km de Lublin. Et il me dit, mais c'est d'accord, vous venez. Et je ne le crois évidemment pas, parce que les gens promettent souvent beaucoup de choses. Et puis si. Donc j'ai été invitée, c'est la première fois que je suis allée en Pologne. C'est donc grâce à l'abbé des Bois que j'ai connu la ville de Krachnik. Et j'ai chanté à Lublin, mais j'y suis retournée après. Et tu as rapporté des cartes postales de la Krachnik soviétique, oui. ou soviétisée, oui. Et quelques photos. Tu dis dans le film que tu avais un appareil Polaroid, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une loupe pour voir mes photos, mais sans sur le intérêt. film, on les voit assez bien. Oui.
Dans le film, donc on voit oui. Donc tu dis que tu as été contente de mettre tes pieds dans les pieds de... Dans les pas. Dans les pas. Tes pas dans les pas de tes parents. Mais qu'il y a un contraste entre les photos où on voit des gens bien habillés, joyeux, et ce qui s'est passé à Krajnik. Oui, oui, parce que toutes les photos d'avant-guerre venant de Krajnik, bon, j'en ai pas des milliers de ces photos, mais j'en ai quelques-unes. Ce qui me frappe effectivement, bon, c'est la jeunesse évidemment de mes parents et de tous leurs amis. Ils ont 20 ans, même pas, à peine, 18 ans. Et ils sont d'une élégance extraordinaire. Le décor alentour, c'est vraiment un décor de campagne. C'est-à-dire des chemins, de l'herbe, des sentiers. Et eux sont habillés... Alors, on dirait que peut-être maintenant qu'ils sont endimanchés, enfin, ils sont enchabatisés en tout cas, mais je ne crois pas. Je crois qu'ils étaient... ils avaient cette espèce d'élégance. Enfin, les femmes, les filles ont des petits bérets, des redingotes, des petites chaussures à talons, alors que le chemin est plein de pierres. Et les hommes ressemblent tous à James Stewart ou à Cary Grant, enfin, côté yiddish un peu quand même. Mais avec des chapeaux, des costumes croisés, des grands par-dessus. C'est absolument extraordinaire. Je pense qu'ils étaient pour la plupart tailleurs et couturières et qu'ils se faisaient leurs propres vêtements. Et ce qui est drôle, c'est que mon père a gardé ce soin dans l'habillement. Ta mère aussi, apparemment. Oui, ma mère aussi. Et dans la coiffure, à ce que tu, oui, à ce que tu mère, racontes. Oui. Alors, Krajnik, il quitte Krajnik. Pourquoi Paris? Pourquoi pas, remarque? Mais pourquoi Paris? Parce que la France, d'abord, la France, c'est le pays de la liberté, le pays de l'égalité, de la fraternité. C'est le pays de Zola et de Victor Hugo. Et c'est aussi le pays où s'est installée la sœur aînée de ma mère. Installée à Paris, mariée, ayant déjà un enfant. Et donc, ma mère va aller directement chez sa sœur aînée. Rue Alexandre Dumas ou rue Alexandre Dumas. Rue Alexandre Dumas. Donc 20e, après il se rapproche de la rue Truffaut. En allant du côté de la rue Saint-Maur. C'est encore loin de la rue Truffaut. Mais c'est encore loin de la rue Truffaut. Non, donc, Saint-Maur, 11e. Voilà, et donc c'est là que tu nais. C'est là que je nais. Talila, tu t'appelles quand même pas Talila? Non, bien sûr que non. Je m'appelle Éliane Françoise. Alors pourquoi Éliane Françoise? Pourquoi Éliane Françoise? Alors Françoise, ça je ne sais pas. Éliane, je pense que parce que ça ressemblait... ça aurait dû être ou Éliane ou Hélène. Hélène, Éliane. Bon, il y a Élie dans Éliane, peut-être. Je ne suis pas sûre que ce soit pour ça non plus. Mais enfin, il fallait que ce soit un prénom français. Et Françoise... Françoise, moi, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, tout le monde s'appelait Françoise, sauf celle qui s'appelait Martine. Oui, c'est vrai. Mais il y avait, c'était le prénom. Il y avait des Michel aussi, et des Monique. Chez les garçons. Oui, les garçons. Michel. Oui, il y a ton frère. Il y a mon frère et tout le monde, quoi. Donc. Mais j'ai un prénom hébraïque. Qui est? Mais c'est justement le prénom de l'intérieur, Chaya. Alors je sais que je m'appelle Chaya, mais on ne m'a jamais appelée Chaya. Alors, on va encore un petit peu parler de Krajnik, mais maintenant de Krajnik sur scène. C'est-à-dire, quelle a été la présence de Krajnik en dehors des photos dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Parce que de temps en temps, tu me dis « Ah, j'étais à la réunion des anciennes Krajnik. » Oui, qui sont beaucoup moins nombreux que vous. Hein. Que vous ce soir. C'est dire. Ce que je sais de Krajnik et ce qui m'accompagne, ce sont les Krušniquers, évidemment, c'est-à-dire tout, à la fois ma tante, bien sûr, et ma famille très petite, hein, très réduite. Mon oncle, le mari de ma tante, était de Lublin, c'est déjà une capitale à côté. D'ailleurs,
C'est lui qui ressemblait surtout. Non, lui il ressemblait à Gary Cooper, mais vraiment. Hein. Donc pour moi, Krochnik, ce sont des personnes. C'est pas une ville, ce sont des gens que connaissent mes parents, leurs amis. C'est la société. Alors dis-nous quelque chose sur la société, quand même quelques mots sur la société, sur les activités de la société. Bah, les activités de la société, c'est déjà aider ceux qui arrivent à Paris. C'est gérer les tombes au cimetière de Pantin. Voilà, donc parmi les sorties, il y avait le cimetière de Pantin. Il y avait le cimetière de Pantin, où moi je n'allais pas hein, quand j'étais petite. Mes parents devaient avoir quelques principes. Par contre, j'allais au banquet et j'allais au bal. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était d'ailleurs le bal. Le bal, pourquoi ? Parce qu'il y avait des musiciens. Et ça, c'était quand même très chouette. Et puis, il y avait la chanteuse. Enfin, il y avait une chanteuse. Alors, parle-nous un peu de cette chanteuse. Non, mais là, j'ai beaucoup inventé. Parce que je crois que c'était... je suis désolée parce qu'on est le 8 mars, mais je crois que c'était surtout des musiciens, des hommes. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir vu vraiment... vraiment une chanteuse. Alors, c'est très très bien dans ce film, parce qu'il y a énormément de photos, et puis il y a des petits films Super 8 d'époque, et c'est comme dans la confection, le flou. Oui. Et le flou, c'est qu'on ne sait pas, quand on regarde le film, ce qui concerne ta famille, toi, ton frère Jacques, tes parents, et ce qui a été récupéré dans divers fonds de photos de cette génération d'immigrants. Ça, c'est très bien. Et là, il y a quand même une photo de la chanteuse. Oui. Donc la chanteuse qui est en photo, c'est pas vrai, c'est pas la chanteuse de Loubline. Non, c'est pas une chanteuse que j'ai rencontrée. Quand j'écris des textes, j'ai peu d'imagination, hein, donc je raconte vraiment des choses que j'ai vécues. Mais quand je veux y rajouter un peu d'humour et d'histoire personnelle, je veux dire d'histoire personnelle en tant que chanteuse, je me moque un peu de mes collègues, évidemment. Et je fais un portrait d'une chanteuse qui n'a pas vraiment existé, en fait, mais qui est la somme de toutes les chanteuses que j'ai connues, moi compris. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle encore un peu de l'enfance? Donc c'est le déménagement de la rue Saint-Maur à la rue Truffaut. Dans un quartier très chic. Dans un quartier chic. Du 17e arrondissement. Ouais, de plus en plus chic, d'ailleurs. Surtout très très chic maintenant, mais qui ne l'était pas à l'époque, puisque ce n'était pas le 17e chic, c'était le 17e populaire. La rue Truffaut étant une rue parallèle à la rue des Batignolles, où il y avait énormément des épiciers, des bouchers, des crémiers, des droguistes, voilà. Et une église que j'appelais mon église, et le square que j'appelais mon square. Donc, l'appartement, c'est en même temps l'atelier, si j'ai bien compris. Au début. Et puis ensuite, il y a une boutique. Il y a une boutique au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Voilà. Et l'appartement exigu est au premier étage. Et j'entends le jeudi matin, quand je ne vais pas à l'école, j'entends la machine à coudre électrique. Mais tu entends aussi à travers le plancher. Beaucoup d'autres choses. Parce que tu dis ou tu écris que ta famille était une famille musicale. Donc qu'est-ce que ça veut dire une famille musicale? Mais ça veut dire que mon père a acheté un piano sur lequel s'est jeté mon frère, ici présent, un piano droit, dans un appartement de 3 pièces très petit. Hein. Je sais depuis peu qu'il fait 45 mètres carrés. Donc il y a 3 pièces, il y a la salle à manger avec le fauteuil-lit de mon frère, il y a une cuisine, il y a une pièce au milieu qui est une pièce de passage et qui est ma chambre. Et dans cette pièce-là, il y a un piano. Et
Et je trouve assez incroyable que mon père ait acheté un piano. Ma mère chantait très bien. Elle avait toujours une petite chanson, et même dans son extrême vieillesse, elle continuait à murmurer des mélodies, des chansons. Et toi, tu chantes, t'as enregistré ton premier disque quelque part entre la place Clichy et Pigalle. Oui. Quand tu avais 7-8 ans. Oui, peut-être. Ou 6 ou 5 ou... Non, 8 ou 10. Quelques quelque chose années, comme quoi. ça, oui. Mon père m'avait amené. Comme la rue Truffaut n'est pas loin de la place Clichy, et la place Clichy n'est pas loin de Blanche et Pigalle. Et donc, promenade jusque-là. Et là, il y avait la fête foraine. Et il y avait une sorte de cabine où on pouvait s'enregistrer. Et on en ressortait de cette cabine avec un petit disque, un petit disque blanc. Je me souviens de la couleur de ce disque, où mon père m'avait fait enregistrer Que sera, sera. Voilà. Donc ça, c'est ton premier disque. C'est mon premier disque qui a disparu, je ne sais pas, je suis triste. On va peut-être le retrouver un jour, des choses réapparaissent parfois. Voilà. Et donc, je suis repartie, main dans la main avec mon père, avec mon petit disque, et Que sera, sera. Alors, sinon, demain n'est jamais bien loin. Tu mènes la Laissons vie l'avenir venir. En français, hein, Que sera, sera, évidemment. Donc, tu es rue Truffaut, tu vas à l'école primaire. Rue de Tancourt. Voilà. Après, au lycée Jules Ferry. En 6e. À peu près la période de Diabolomante. Ah, tout à fait la période de Diabolomante, parce que nous avions les mêmes blouses. Enfin, c'était oui, c'est l'époque, je pense. Et c'était pas mixte. Ah, c'était pas mixte. Mais en 5e, ceux qui habitent certains endroits du quartier sont envoyés. Je quitte le lycée Jules Ferry pour un lycée qui n'a pas de nom, qui se trouve, il s'appelle le lycée de la rue de la Jonquière. Et après, il va s'appeler Stéphane Mallarmé. Mais bien plus tard, et c'est le premier lycée mixte. Voilà. Donc, j'arrive en 5e. Et dans la classe, il doit y avoir, je ne sais pas, 3 garçons. Et une majorité de filles, évidemment. Et là, à peu près dans ces années, alors tu t'appelles toujours Éliane Françoise. Oui. Tu t'appelles Goudvillig. Ah oui, je m'appelle Goudvillig. Et brusquement... Ah ça, c'est quand je suis en 6e. Je suis à Jules Ferry. Alors, c'est encore à Jules Ferry. Ouais. Donc, Goudvillig, c'est fini. Et tu deviens... Gutteville. Gutteville. Donc, en fait, ouais. ton nom ton nom de jeune fille, c'est Éliane Françoise Gutteville. Oui. Gutteville. Pourquoi Gutteville? Oui, parce que je ne sais pas si mon frère se souvient de tout ça. Moi, je n'ai pas de souvenir très précis. Mon père habillait un ancien préfet ou sous-préfet, enfin quelqu'un qui avait eu un rôle un peu étrange pendant la guerre. Et dont tu n'écartes pas l'hypothèse qu'il est un peu aidé. Oui, je n'écarte pas cette hypothèse. Et qu'il a dû lui dire... bon, vous allez être naturalisé français, ce serait bien de franciser votre nom. Moi, je trouve que Guttvillig, G-U-T-W-I-L-I-G, ça fait très français. je ne vois vraiment pas où est le problème. Mais bon, donc, voilà, je me retrouve Gutteville. Donc, j'ai écrit effectivement un texte qui figure dans ce DVD que vous allez acheter dès que vous allez sortir d'ici. Et qui figurera dans l'édition de l'Antilope en septembre. Oui, car... bah oui, on est à la télévision, on fait de la publicité. Voilà. Donc voilà, je me retrouve Gutteville, et effectivement, c'est très compliqué quand même de changer comme ça de nom. Et surtout, ce qui est difficile, c'est d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas pourquoi on n'est plus Guttvillig et on est devenu Gutteville. Et ça, les administrations dans les lycées ne comprennent pas très bien.
Donc il faut expliquer et je suis très timide. Voilà. Alors, on va faire un petit bond dans le... Bon, on pourrait raconter beaucoup de choses sur la question de la honte, sur la question de la différence entre nos familles. Là, je me mets dans le même... Vas-y, parle de toi un peu, Annette. Non. Nos familles et la société, et la société dans laquelle on vit, dans laquelle on grandit, dans laquelle on va vivre, en fait. Et ce qui se passe pour toi, qui est quelque chose de décisif, c'est la rencontre du mouvement de jeunesse. Ah oui, ça c'est formidable, ça. Dont le DVD ne parle pas. Enfin, ça ne vous empêche pas de l'acheter. Ah non, c'est vrai, oui. Mais par contre, voilà, vous le trouverez dans le livre. Ah ben, vous achèterez les deux. Voilà. On fait vraiment un marchand de tapis. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Le mouvement de jeunesse. Bah oui. En fait, on m'envoie... D'abord, je suis allée rue de Paradis, parce que mes parents avaient des amis communistes qui leur disaient beaucoup de bien des colonies de vacances de la CCE, de la Commission centrale de l'enfance. Et je vais à Tarnos, en colonie sanitaire, c'est-à-dire qu'on est pesé... J'étais petite, hein, j'avais 9 ans, je pense, 8-9 ans. 9 ans. On est pesé chaque semaine. Si on perdait 2 grammes, on avait droit à une portion supplémentaire de beurre. On est encore dans le souvenir de la guerre. Hein. Et bon, c'est une colonie de vacances et je n'ai pas d'atome crochu avec cette colonie de vacances. Elle ne me plaît pas spécialement et je n'ai pas envie d'y retourner. Et puis, mes parents rencontrent d'autres amis qui ont des enfants qui vont dans un mouvement de jeunesse sioniste socialiste. Ce mouvement s'appelle le DROR, qui veut dire en hébreu « liberté », et affilié au mouvement politique de gauche qui s'appelle l'Ardout Avoda. C'est-à-dire un tout petit peu... un petit peu plus à gauche que la Chomère. Non, un peu moins à gauche que la Chomère. La Chomère, c'est vraiment les staliniens, et nous, on est mieux. Voilà. On ne va pas ouvrir le débat. Non, et voilà. Et donc, je vais dans ce mouvement de jeunesse. Je crois que je commence par une colonie. On ne dit pas colonie, on dit mahane, s'il vous plaît. C'est-à-dire camp. Bon, mais c'est une colonie de vacances. Et puis, il y a des réunions 2 fois par semaine. Alors, le mercredi soir, parce que le jeudi, nous n'avons pas classe, le samedi et même parfois le dimanche. C'est-à-dire 3 fois par semaine, nous avons des réunions et nous devenons sionistes, socialistes, avec pour but d'aller nous... Je dis nous parce que nous sommes, évidemment, il n'y a pas que moi... nous sommes destinés à aller nous installer au kibbutz dès l'âge de 18 ans. Israël, c'est le paradis, et le kibbutz, c'est aussi le paradis. C'est un mouvement qui a énormément compté pour toi. Oui, ça a énormément compté pour moi et tous ceux de ma génération. Ouais. Y compris d'ailleurs... finalement dans ta carrière de chanteuse. Alors là, j'hésite un peu, parce que soit on va à Nanterre et on rencontre Cohn-Bendit, soit on zappe un peu Nanterre et on trouve tout de suite Col-Aviv. Qu'est-ce que tu préfères? Je ne sais pas. Bon, j'ose pas demander ce que vous préférez, Cohn-Bendit ou Col-Aviv. Les deux. Alors on va faire un saut à Nanterre. Puisqu'à un moment donné, donc tu ne pars pas, je ne pars pas en Israël, et tu t'éloignes du mouvement sans t'éloigner de tes camarades du mouvement. Ah non, je disais toujours, il y en a pas mal. Et tu vas étudier à Nanterre et tu choisis bien évidemment la littérature française. Ouais. Je dois quand même préciser à propos du mouvement que ils existent, hein, ces mouvements de jeunesse, la Chomère, etc.
mais à l'époque, à mon époque, très lointaine, ça a été vraiment une libération pour ceux de ma génération. Il y avait une émulation intellectuelle, une émulation artistique. C'est là, en fait, que j'ai commencé à chanter. Enfin, je chantais aussi chez nous, mon frère m'accompagnait au piano, mais on faisait des spectacles, on discutait, enfin, c'était extraordinaire. Mais une fois que j'ai passé le bac, et même avant, j'ai décidé que je n'irais pas m'installer en Israël et que je ferais des études. C'est pourquoi je me retrouve à Nanterre. À Nanterre. Et alors là, et au début de non Nanterre. Seulement tu vas à Nanterre, donc tu habites toujours rue Truffaut, tu aurais pu très bien aller à tes cours et rentrer chez toi. Jamais de la vie. Mais jamais. Donc, qu'est-ce que tu choisis? La liberté. Et la liberté, c'est à cette époque-là? La liberté, c'est d'avoir une chambre à la cité universitaire de Nanterre et de revenir en fin de semaine chez les parents, parce que je suis quand même très attachée à eux et je ne peux pas complètement partir. Mais voilà, la vie est toute différente à Nanterre. Et c'est une expérience extraordinaire. Alors, à Nanterre, tu disais dans les entretiens que j'ai réécoutés que, en fait, c'était les débuts de Nanterre, hein, c'est 64, ah oui, 65. C'est vraiment voilà. On était très peu nombreux. Voilà. Et il y a donc 2 bâtiments de chambres, enfin 2 bâtiments de ces universitaires, un bâtiment pour les garçons et un pour les filles. Et les garçons n'ont pas le droit de venir dans le bâtiment des filles. Par contre, les filles ont le droit d'aller dans le bâtiment des garçons. Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez que 68 a commencé avec la visite des garçons dans le bâtiment des filles. C'est comme ça que tout a commencé, en fait. Donc tu connais tout le monde. Presque. Et tu te lis d'amitié avec Dany, parce que très souvent, tu fais le trajet de la gare Saint-Lazare à Nanterre avec lui. Et vous devez très probablement discuter de votre judéité. Mais oui, c'est ce qu'il a d'ailleurs oublié. Et il a oublié, mais il a retrouvé ça. Il l'a retrouvé. Parce que dans le film que nous avons vu tous à la télévision, son film où il réfléchit à ce que c'est pour lui d'être juif, il a tenu à ce que tu sois dans le film. Mais oui, parce que en vieillissant, il a commencé à se poser des questions sur son judaïsme. Quand je le rencontre, donc, je ne sais pas d'ailleurs oui, on faisait le voyage ensemble, on était très peu nombreux, donc on se connaissait pratiquement tous. Et il doit m'avoir raconté que sa mère était économe à l'école juive, je ne sais plus, Maïmonide, oui. Et donc, ce que j'avais oublié, en tout cas, c'est qu'en fait, à l'époque, en 68, il était déjà totalement orphelin. Il avait perdu son père et sa mère. Mais sa mère devait être morte peu de temps avant. Et sans doute qu'il me parle de ça. Et je crois que le fait qu'on soit devenus camarades, je crois que c'est là-dessus que ça s'est fait. Bon, ça, il avait totalement oublié. Il faut dire qu'il a rencontré quand même pas mal de gens après. Mais c'était très émouvant, en fait, qu'il veuille mon témoignage dans son film qui est où il met tout. Enfin, il met Israël, il met la Palestine, il met Nanterre, il met son frère. Il met son frère qui, lui, ne se pose pas du tout cette question sur sa judéité. En fait, Dany, je l'ai retrouvé à son anniversaire où on était tous invités par des anciens de Nanterre à la cartoucherie de Vincennes. Et c'est là que j'ai dû lui donner Teddy m'a accompagnée, j'ai chanté 2-3 chansons et je crois qu'il a été sidéré que je chante en yiddish et son frère encore plus sidéré puisqu'il a cru bon de venir me parler après et me dire mais chez nous on ne parlait pas yiddish. Ce sont des juifs allemands. Qui ne parlaient pas yiddish. Des yékais, comme on dit. Des yékais, absolument. Voilà, les retrouvailles avec Dany, c'est ça. Alors tu viens de dire qu'il était sidéré que tu chantes en yiddish. Oui. Mais en fait,
tu n'as pas commencé ta carrière en yiddish. Ah non, c'est Tu vrai. as commencé ta carrière en hébreu. Oui. Avec ce groupe, puisqu'on a parlé un peu d'Annie, avec ce groupe qui s'appelle Kol Aviv. La voix du printemps. La voix du printemps. Oh non, Ça fait chinois un peu. J'ai oublié quelque chose de très important. Donc, je fais un petit flashback. Depuis quand tu t'appelles Talila et pourquoi? Eh oui, Voilà, parce- ça c'est important parce qu'on a évoqué les prénoms. Eh bien, dès que je suis allée au mouvement de jeunesse, Ouais. Et c'est ce qui se passait pour tous, on nous proposait des noms en hébreu, des prénoms en hébreu. Et moi, j'avais totalement oublié que j'en avais un déjà, puisque c'était Chaya. Mais il ne me serait pas venu à l'esprit de dire, voilà, mais j'en ai un, je m'appelle Chaya, donc je m'appellerai Chaya. Donc on me donne une liste de prénoms, et puis je choisis Talila. Voilà. Je choisis Talila parce que ça me semble original, joli. Tal, ça veut dire la rosée. J'ai écrit un nouveau texte là-dessus. Et ce sera dans L'antilope. l'antilope. Septembre. Bon, et Ça donc, s'appelle la farandole des prénoms, comme la farandole des desserts. des desserts. Ouais. Et alors, Kol Aviv. Kol Aviv, Alors, qu'est-ce qui se passe? Kol Aviv, nous sommes des anciens de mouvements de jeunesse, pas seulement du Dror, mais l'Ichoud Abonim, alors, encore moins à gauche que nous, hein, l'Ichoud Abonim, des centristes un peu. Il y a aussi des anciens de la Shomer Hatzaïr. Et Jean-Henri Blumen, un ancien du Dror, qui sait jouer de la flûte, décide de créer un groupe folklorique de danse israélienne et de chant israélien. Je danse, je chante, voilà, et je fais partie de ce groupe. Voilà. Et puis un jour, tu trouves que tu arrives trop essoufflé au micro après avoir dansé et tu décides de ne plus danser. Voilà, je décide de plus danser, que ça suffit comme ça, et je ne fais que chanter. Et petit à petit, j'ai introduit, donc je chante en hébreu, qui n'est pas ma langue. Et ce groupe a un succès incroyable. Ah, mais oui, Vous passez à la télévision, mais oui, à l'émission de Jacques Chancel, plusieurs fois. Vous êtes invité au Salon des vins de Nantes. Absolument. À vous produire. J'ai écrit aussi un nouveau texte là-dessus que vous trouverez. Mais oui, on est des représentants de ce pays extraordinaire qu'est Israël et qui, à l'époque, a beaucoup de succès. Je parle d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer ça. On est invité dans les télévisions, à la radio. Moi, j'ai fait plusieurs télévisions en tant que chanteuse, en tant que représentante d'Israël, alors que je ne suis pas du tout israélienne. Mais voilà, on était jeunes, on sautait, on sautillait. On était la jeunesse du pays. Et on aimait ce pays. Oui, parce qu'à Nantes, à la foire au vin, c'est Israël qui est l'invité d'honneur. Je ne sais pas si dans le public, vous vous rappelez ce qu'était le vin israélien dans ces années-là. C'est un domaine où les progrès ont été énormes en Israël. Alors, donc tu as introduit un peu de yiddish. Oui. Ouais. Petit à petit, j'introduis des chansons en yiddish, un yiddish que je ne connais qu'oralement. Et que je fais des fautes, enfin je me trompe, mais j'adore certaines chansons que je chante. Et quand je quitte Kol Aviv... Alors, vous enregistrez on enregistre de disques. Oui. Et celui qui s'appelle Otazoy Oui. Alors, reçoit le prix Charles Cros. Charles Cros. Ouais. Voilà. Et pour toi, c'est un tournant. Un peu, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas tout dit. Tu fais tes études de lettres, tu as ta licence de lettres modernes. Oui. Tu es maîtresse auxiliaire de lettres modernes, Oui. ce que j'ai été aussi. Et pendant une dizaine d'années, tu enseignes, Ouais. tout en chantant dans le groupe de Kol Aviv. Et quand vous recevez le prix Charles Cros, tu prends une décision qui est quand même un tournant. Oui. Au bout de 10 ans, j'en ai un peu assez d'être maîtresse auxiliaire de français.
Et je me dis, peut-être que c'est le moment de devenir vraiment chanteuse. Alors je quitte l'enseignement, enfin ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts de le quitter puisque je n'étais qu'auxiliaire. Et je rentre, je pénètre dans une vie hasardeuse de chanteuse yiddish. Et cette vie hasardeuse de chanteuse commence en 1979 quand, pour la première fois, tu te produis, seul, avec tes musiciens, bien sûr. Parce que les musiciens ont toujours été de façon très importante pour les chanteuses, mais très important pour toi, au Café d'Edgar. Ah oui. Et c'est vraiment... alors, c'est là que nous connaissons, que nous faisons connaissance. Mais oui, voilà, 119. Et alors, qu'est-ce qui se passe au Café d'Edgar ? D'abord, je ne suis plus dans Colavive, donc c'est une carrière personnelle. Je m'y produis donc uniquement en yiddish, presque uniquement en yiddish, avec 3 musiciens et je m'y produis pendant un certain temps. Au début, il y a très peu de spectateurs, très peu. Mais une journaliste du Monde vient un soir et écrit un article dithyrambique dans Le Monde. Le lendemain, ou 2 jours après, le Café d'Edgar, c'est à Edgar Quinet, hein, pas loin de Montparnasse. Près de Gaîté, au métro Gaîté. Au métro Gaîté, oui. Ah, oui. Et je vois, donc j'arrive en métro, et je remonte la rue, et je vois une queue énorme des gens qui attendent devant le Café d'Edgar. Et je me dis, ah bon, c'est bizarre, pourquoi il y a tant de monde ? J'imagine absolument pas que c'est pour notre spectacle. Et l'article du Monde fait qu'effectivement, à partir de ce moment-là, ça n'est plus comme ça maintenant, hein, je vous rassure tout de suite. On a beau avoir un article dans Le Monde, il n'y a pas forcément beaucoup de spectateurs. Mais à l'époque, c'est incroyable. Donc les gens sont venus. Voilà. Alors, et c'est vrai que je t'ai connue, ouais. Et que ton fils m'a connue. Oui, mon fils avait 7-8 ans. Et Taïla chantait dans une magnifique robe rouge, peut-être en acrylique. Certainement en acrylique, une robe rouge. Et c'est petit, un café-théâtre. Et les enfants étaient assis. Je crois que Nicolas a été éperdument amoureux de voilà. Et ensuite, il n'habite pas à Paris, mais il est venu toujours à tes spectacles quand tu allais là où il habite, avec une grande fidélité. Mais il y a aussi un changement, c'est que avec le Café d'Edgar, tu commences ta carrière de chanteuse, mais tu prends aussi conscience que finalement, tu connais pas le métier. Tu chantes, mais tu n'as pas appris à chanter. Tu fais de la scène, mais tu n'as pas appris à habiter la scène. Et tu chantes en yiddish, et tu ne connais pas le yiddish, en gros. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Non, mais quand j'étais dans Colavive, il y a un camarade qui m'avait conseillé d'aller prendre des cours de chant. Donc, j'étais allée au conservatoire Rachmaninoff, que peut-être certains connaissent. Enfin, surtout, certains connaissent pour la cantine du conservatoire Rachmaninoff. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours avec le maestro Valdarnini, qui était un personnage assez incroyable. Mais il m'a appris quand même pas mal de choses, en fin de compte, à respirer. Cessé de prendre des cours de chant? Non, après j'ai un peu arrêté, mais je n'ai jamais cessé et je continue. Parce qu'il faut continuer, là. C'est très, très nécessaire. Donc, Valdarnini au conservatoire Rachmaninoff, qui était quand même un personnage. Il y avait Mouloudji qui venait aussi là-bas, qui prenait des cours avec Valdarnini. Je n'apprends pas à habiter la scène. Ça, c'est le travail sur le tas qui fait que tu apprends. Si jamais je l'ai appris. Parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et le yiddish, alors? Et le yiddish, c'est parce que des gens un peu durs... dans ce monde yiddish, il y a beaucoup de gens très durs, d'ailleurs.
Ailleurs aussi. Hein, Ailleurs aussi. Non, non, enfin, ils ont la dent, oui, la dent dure quand même. Mais pas que, pas que. J'ai rencontré des gens merveilleux. Et comme on me disait qu'il fallait quand même prononcer correctement, etc., j'ai effectivement commencé à apprendre à lire et à écrire avec Vera Solomon, qui est devenue à Paris une sorte de passionnariat du yiddish. Mais je suis très fière parce qu'en fait, c'est une Hongroise roumaine, Vera Solomon, qui venait d'Israël, puisque ses parents avaient immigré en Israël. Et elle était venue en France pour des raisons psychanalytiques. Enfin, voilà, le groupe Kristeva, enfin, dans cette voilà, mouvance-là. Elle voulait suivre Julia Kristeva, etc. Et elle vient au Café d'Edgar, parce qu'elle aussi, elle a découvert le yiddish au Café d'Edgar. Mais elle va beaucoup plus vite que moi. Elle est de langue déjà hébraïque. Et elle se met vraiment à l'étude du yiddish. Et moi, j'ai appris avec elle. Je vais avec quelques cours aussi de Rachel Hertel, mais j'ai surtout appris avec Vera Solomon. Voilà. Alors, moi j'ai envie donc le moment fondateur où tu deviens vraiment chanteuse, où c'est ton métier, où tu débutes ta carrière, ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant. Et oui. c'est posé tout de suite, et se pose toujours aujourd'hui, la question du répertoire. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur la question du répertoire? Tu commences à chanter les classiques, entre guillemets. Oui, je commence à chanter les classiques et petit à petit, voilà, on se lasse de certaines chansons. Et j'essaye d'ouvrir mon répertoire. Et je découvre surtout qu'il est immense. Et je découvre aussi le répertoire judéo-américain du théâtre de la fin du 19e siècle à New York et du début du 20e. Et j'adore justement ces chansons qui sont comme des chansons de cabaret, et qui illustrait donc des comédies musicales, car en fait, à New York, les premières comédies musicales sont en yiddish, et le public se presse, et des chansons deviennent de vrais standards, même certaines chansons deviennent des standards de jazz d'ailleurs. Donc tu as élargi le répertoire. Alors je l'ai élargi, oui, de cette façon-là, et aussi je découvre, tout en étudiant le yiddish, je découvre ce que sont les poètes yiddish et la littérature yiddish. Et parmi les poètes yiddish, je choisis d'interpréter quand même les plus grands. Les grands. Menger, que j'adore. Sutzkever, Leivik, énormément de chansons de Leivik. Et donc je suis sensible à la fois à la musique extrêmement populaire et à des textes beaucoup plus élaborés. Il me semble que dans cet article du Monde, Catherine Imblot, qui n'est plus de ce monde, avait écrit que tu faisais du neuf avec du vieux. Ça, c'est moi qui lui avais dit. Mais en fait... Et excuse-moi, mais le neuf avec du vieux, c'est aussi une chanson avec des nouveaux arrangements. Bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Oui, parce que tu es très maline, voilà. Annette. Oui. Je te ferai remarquer que c'est ce que disent tous les nouveaux groupes de yiddish. On fait du neuf avec du vieux. Bon. Souvent, ce qu'on entend, c'est faire du vieux avec du vieux. Mais bon, non, c'est vrai que tout ce qui fait une chanson, c'est pas seulement la mélodie et les paroles. Les paroles, hein, quand je parle des chansons populaires, franchement, elles ne volent pas toujours très haut. Hein. Y en a une qu'on fera pas tout à l'heure, qui s'appelle Abi Gezund, par exemple. C'est du moment qu'on a la santé, il faut être content. C'est vrai. Hein. Ou je t'aime, je t'aimerai toute ma vie. Enfin, vous voyez.
Mais les grands textes, c'est quand même autre chose. Hein. Donc j'aime ces deux aspects. Et effectivement, ce qui fait une chanson, c'est les musiciens et c'est les arrangements. C'est les arrangements parce que ce qui rend ringard et parfois inécoutable une chanson, c'est la façon dont cette chanson est arrangée. Et elle prend des lettres de noblesse quand elle est arrangée avec originalité. Je ne citerai... Et dans ce sens-là, oui. le rôle de Teddy Lasry dans les arrangements... Oui. Mais justement, je voulais donner cet exemple de Haïdi Chemame, qui est quand même ce qu'on appelle... on appelle ça vulgairement un saucisson. Cachère, évidemment. Mais c'est-à-dire vraiment la chanson rabâchée... mais il l'a transformée, cette chanson, avec... il est là, hein, c'est du Teddy Lasry. C'est pour ça que je le montre du doigt. C'est très impoli, mais bon, il ne me voit pas. Il l'a arrangée d'une façon extrêmement originale. D'autres chansons, hein, mais celle-ci, c'est vraiment symbolique. Alors, on va terminer sur un autre aspect, une autre... parce que leur tourne. Leur tourne, oui, oui. On pourrait continuer finalement assez longtemps. Hein. Mais il va falloir que je revienne. Voilà, exactement. Pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie. Pour le livre chez l'Antilope, par exemple. Oui, par exemple. Bon, non, c'est de ça dont je voulais parler tout à fait sérieusement. Pendant toute une période de ta carrière, tu chantes. Ouais. Voilà. Et à un moment donné, tu introduis une transformation dans ton spectacle parce que tu chantes, mais tu dis aussi des textes. Oui. Alors, comment ça s'est fait? Ah ben ça s'est fait en réaction. En fait, moi, je réagis souvent. Il y avait autour de moi des gens qui disaient des contes, des conteurs. Qui disaient des contes traditionnels. Moi, j'ai du mal avec les contes traditionnels, bien que je peux les lire, hein, bien sûr, et les apprécier. Hein. Mais bon, je ne suis pas conteuse. Et je me suis dit, moi aussi, je vais raconter, mais je vais raconter ce que moi j'écris et ce que j'ai vécu. Enfin non, au début, je ne savais pas ce que j'allais raconter. Hein. Mais la première chose que j'ai racontée, le premier texte que j'ai écrit, c'était mes dimanches. C'est-à-dire, je raconte les dimanches quand j'étais petite, ce qui se passait le dimanche. C'est-à-dire dans nos familles. Et je m'aperçois en disant ce texte, c'était à la Vieille Grille, et je m'aperçois que les gens rient et sont... Et ça, c'est merveilleux, hein, d'entendre un public rire. Ça, c'est quand même quelque chose. Bon, je les vois pleurer aussi un petit peu, mais rire, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et surtout, ça leur fait un effet quand je raconte ce texte. Ils viennent me dire, mais c'est ça que j'ai vécu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je continue à écrire parce que les gens m'ont dit, mais moi aussi, moi j'ai vécu ça. Je me rends compte en fait que c'est un petit côté universel ce que je raconte. Et même quand je raconte les dimanches avec les meubles de la salle à manger, etc., même ceux qui ne sont pas juifs viennent me dire, mais c'était aussi comme ça chez moi. C'est-à-dire je raconte une époque en fait. Oui. Voilà, et c'est peut-être ça qui plaît. Et je prends plaisir à les dire. Et c'est là surtout, je crois que... Parce qu'en fait, chanter, ça fait peur. Enfin, il y a des chanteurs qui n'ont pas peur, ça. Mais c'est très difficile de chanter. Même si avant, j'avais une facilité de la voix, qui, comme vous savez, quand on vieillit, etc., etc. Mais dire, c'est très différent. Ça me semble plus facile. C'est peut-être parce que j'y mets quelque chose de moins lourd, peut-être, quand je lis, plutôt que quand je chante, ou que je me sens moins dénudée quand je lis que quand je chante. Je ne sais pas. Et il faudra que j'en parle à qui de droit.